Top, top, top. Bon, bah, je pense qu'on peut commencer. De toute façon, on va commencer petit à petit. Alors, moi, avant de dire un peu pourquoi on fait ce live aujourd'hui, je vais me présenter. Je m'appelle Solène Agnès. J'ai 19 ans et je suis en deuxième année de droit à l'Université de Lille. Et aujourd'hui, le thème de ce live, c'est étudier loin de chez soi. Donc en fait, on fait ce live à l'occasion du Printemps de l'orientation qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale, l'ONICEP et Article 1 en qualité de partenaire. Et en fait, c'est un événement qui dure depuis lundi, qui se termine vendredi et qui a lieu dans toute la France. Et en gros, aujourd'hui, nous, Article 1, on propose des événements pour les professeurs, les parents, mais aussi les lycéens. Donc le thème d'aujourd'hui, je pense qu'il concernera aussi un peu plus les lycéens. Si vous avez des questions, si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent quitter leur région ou le foyer familial pour aller faire leurs études. Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc vous n'avez encore rien loupé. Je faisais juste une petite introduction sur l'événement d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'association Article 1, en fait, c'est une association d'égalité des chances, donc qui a pour but d'accompagner des jeunes dans la réussite de leurs études jusqu'à la rentrée dans le milieu professionnel. Et on le fait grâce à différents programmes, notamment le programme Inspire, qui concerne donc les lycéens. C'est un programme qui est d'abord labellisé par le ministère des études supérieures. Et en fait, on se bat pour une orientation post-bac, donc une orientation dans les études supérieures plus juste, plus confiante pour les lycéens parce que c'est devenu ils ont souvent une perte de confiance en eux avec tout ce qu'il y a en ce moment et plus adapté aux aspirations et au potentiel académique de chaque jeune. Donc voilà un peu pour l'association Article 1. Et moi, en tant qu'étudiante et depuis septembre de cette année, je suis aussi volontaire en service civique pour l'association Article 1 et je travaille notamment sur le programme Inspire. D'ailleurs, on a une plateforme qui permet aux lycéens de répondre aux questions, enfin plutôt aux étudiants, pardon, de répondre aux questions des lycéens. Donc voilà un peu pour l'association Article 1. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et donc, comme je l'ai dit, donc le live il va porter donc sur le sujet donc étudier loin de chez soi. Donc pendant ce live là, on va témoigner. Donc c'est pas moi qui vais témoigner, mais donc deux étudiantes, donc Zoé et Aude-Marie, que je tiens d'ailleurs à remercier d'avoir pris le temps de partager leur parcours avec vous. Et voilà, on va faire un petit live pendant 45 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est toutes les trois encore étudiantes, donc en fait, chacune d'elles va témoigner. Et derrière, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, je pense que c'est avec plaisir qu'elles répondront à vos questions. Bonjour à tous les nouveaux. Ok, au niveau du son, tout va bien pour l'instant, ça va? Top. Ok, donc sans plus tarder, donc on va accueillir Zoé, qui est une étudiante, donc que je vais inviter. Hop. Attendez. Ok. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, moi, je t'entends, à voir avec ceux qui nous suivent. Alors, on va attendre. Ok, est-ce que vous entendez Zoé? Ok, super. On a eu un yes. Ok, nickel. Nickel. Donc voilà, donc je vous présente Zoé, qui est étudiante, si je ne me trompe pas, en master de journalisme actuellement. Exactement. Voilà, donc tu es là pour nous témoigner un peu de ton parcours depuis que tu as eu ton bac S en 2017. Je précise que toutes les trois, avec Aude-Marie qui va témoigner donc après Zoé, on est issus du bac d'avant la réforme. Donc on va beaucoup parler des filières qu'il y avait avant, S, ES et L. Donc voilà, on ne dit pas plus et puis je te laisse témoigner. Du coup, moi, je me présente. Du coup, je m'appelle Zoé. Moi, au départ, je viens du coup de la métropole lilloise. J'ai fait du coup un bac S scientifique. Donc pour les nouveaux bacs, ça correspond à maths, physique, SVT, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Après un bac S, moi, c'était pas vraiment ce qui me correspondait.
Du coup, je suis partie faire une prépa BL, lettres et sciences sociales. Donc, c'est un petit peu une prépa ES à l'époque. Donc, je dirais, on a pas mal de sciences sociales, on a un peu de maths, de l'histoire, de la philo, enfin, un peu tout ça. Après ces 2 ans de prépa, je suis partie à la fac, en fac de sociaux à Lille, donc de sociologie. Et ensuite, j'ai passé une première année les concours de journalisme que j'ai tout d'abord pas eu. Puis, j'ai fait un service civique pour financer mes études. Et enfin, du coup, je les ai eus au bout de la 2e tentative et je suis partie faire mes études à Tours, à l'école publique de journalisme de Tours. Ok, Voilà. super, merci beaucoup. Je pense qu'en plus, il y en a qui connaissent EPJT, je vois dans... Ouais, je vois ça, je vois ça. Mais du coup, est-ce que le fait que tu sois, que tu aies quitté la métropole lilloise, c'était un choix de ta part ou c'était un peu parce que c'était le seul vœu où tu avais été acceptée? C'était un peu un mix des deux. Je pense que il y avait une école à Lille. Honnêtement, si j'avais été prise à l'école de Lille, je sais pas si j'y serais allée ou pas, probablement. Mais du coup, j'ai pas été prise à l'école de Lille. J'ai été prise à celle de Tours et à celle de Grenoble. Et j'ai fait un choix à la fois entre la ville de Tours qui m'intéressait un peu plus et aussi les 2 écoles, laquelle me tentait le plus. Et à l'époque, c'était l'école de Tours du coup qui me tentait le plus. Ok, Et j'ai fait le choix de partir. Je suis arrivée fin août, début septembre à Tours. ok, super. Salut à tous les nouveaux. Alors, le témoignage de Zoé vient de passer. Mais si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je les ferai remonter si elle les voit pas. Okay. Du coup, est-ce que du coup, de ton expérience d'avoir quitté de loin de chez tes parents, ça t'a apporté quoi? C'est quoi que t'en tires comme leçon, peut-être les avantages et les inconvénients, si tu pouvais nous en partager? Du coup, moi, juste pour préciser, j'avais pas j'avais déjà vécu un petit peu à côté de chez mes parents, puisque en prépa, j'avais fait une des 2 années à l'internat. Ok, Donc, j'étais pas chez moi la semaine, j'étais chez moi le week-end. Et du coup, j'ai vraiment eu ce schéma un peu progressif de totalement chez mes parents, plus chez mes parents la semaine. ok, Puis, j'ai complètement quitté le domicile familial et là, actuellement, je suis en colocation, du coup, à Tours avec 2 autres personnes qui sont en fac de musicaux, d'accord. euh, donc de musicologie. Et en fait, c'est énormément de responsabilités puisque le plus marquant, c'est qu'on doit de A à Z gérer un budget, chose qu'on devait pas du tout faire avant. Ouais. Voilà, donc moi, je reçois la bourse, donc et le Crous et les APL, et aussi un peu d'argent de côté du coup de mes parents. Ok. Mais c'est quelque chose qu'on doit tout gérer où forcément toutes les dépenses qu'on faisait habituellement, qui nous paraissaient peut-être plaisir, des sorties au cinéma ou pour certains Uber Eats le soir Ouais. ou tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées parce qu'en plus avec la livraison, typiquement Uber Eats, ça fait vite 15 euros. Ouais, c'est ça. Donc faut pouvoir le gérer et c'est quelque chose qu'on apprend vraiment. Après, vu que j'avais déjà 22 ans quand je suis partie, j'ai pas forcément énormément ressenti le manque de la famille. Oui. Je me doute que c'est un peu différent quand on quitte à 17 ou 18 ans le domicile familial juste après le bac, c'est quelque chose qui est différent. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Alors, on a une question donc de Mathieu. C'est quoi une prépa? Pourquoi en faire une? Et si tu en fais pas, c'est problématique. Est-ce que c'est problématique de prépa? Alors, du coup, moi j'ai fait donc prépa, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. En France, tu as des écoles qui sont assez prestigieuses, par exemple l'ENS pour faire pas mal de recherches, les IEP, donc Sciences Po Paris et les Sciences Po de province. Tu dois avoir aussi d'autres écoles, tout ce qui est école d'ingénieurs dans les filières plus scientifiques. Ouais. Et donc ces écoles-là qui sont ou les grandes écoles de commerce comme on peut penser à HEC par exemple. Tout à fait. Ces écoles-là, donc c'est des écoles qui sont sur concours et les prépas, c'est des préparations intensives sur 2 ans au concours. Donc c'est éprouvant, c'est pas donné à tout le monde de faire une prépa parce que c'est énormément de travail. Moi, j'en avais fait une, pas vraiment pour des concours, plus parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire et je voulais me donner 2 ans de plus pour réfléchir. C'est ce que j'ai fait. Et moi, après la prépa, en fait, je suis retournée à la fac et honnêtement,
ma prépa, le fait que j'en ai fait une ou pas, a eu aucun impact dans le fait que j'ai eu mes concours de journalisme par la suite, parce que ça avait pas énormément de lien avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire, c'est absolument de la recherche, aller à l'ENS, là, le faire sans prépa, ça va être compliqué. C'est possible, hein, mais ça va être compliqué. Après, si tu veux des choses, un parcours, je dirais, plus classique et moins des grandes écoles sur concours, non, la prépa, c'est clairement pas obligatoire. Ouais. Bah, souvent, le truc qui se pose avec les prépas, c'est que ce sont des formations qui sont traitées par toutes les matières, parce que finalement, on a au lycée, enfin, on garde l'établissement, le lycée, et on continue un peu toutes les matières. Et est-ce que toi, par exemple, dans ton cas, c'était, tu savais pas ce que tu voulais faire après le bac, mais tu avais encore les capacités d'aller en prépa, donc c'est pour ça que tu y allais, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment beaucoup de travail, donc il faut aussi se sentir capable d'assumer une prépa. C'est ça exactement. En fait, j'avais la chance de me retrouver du coup dans plutôt les bons élèves de ma classe au lycée. Et beaucoup de mes profs me disaient que qui pensaient que j'avais les capacités en termes de travail pour faire une prépa. Donc j'ai tenté. Je dois dire que pour moi, ça a quand même été assez difficile la prépa, parce que je m'attendais pas à une telle quantité de travail et aussi à une telle pression, parce que les profs attendent de vous des choses très très importantes, des charges de travail très importantes, et il faut y être prêt. Et c'est pas tout le monde qui y est prêt, ça c'est certain. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, j'en ai eu plus aucune. Est-ce que pour ton cas, c'était une prépa qui était intégrée ou pas intégrée? Enfin, je sais qu'il y a des systèmes, si tu pouvais. Non, moi, c'était pas intégré. J'étais du coup dans une prépa au lycée Faidherbe de Lille. Donc, c'était juste une prépa simple qui préparait à tout type de grandes écoles. D'accord. Ouais, et du coup, si je me trompe pas, donc les prépas intégrées, en fait, c'est vous préparez et si vous avez des bonnes notes, vous rentrez dans l'école. Enfin, vous êtes déjà dans l'école, en fait. C'est ça, les prépas intégrées. Ouais, c'est ça. D'avoir les notes suffisantes pour ensuite intégrer votre année dans une école d'ingénieur ou autre. Bonjour à tous les nouveaux. Salut tout le monde. Et donc, par la suite, après ta prépa, tu es retournée à la fac. Tu avais fait quoi comme cursus en fac? Du coup, moi, j'ai fait une licence 3 de sociologie. D'accord. Du coup, j'étais toujours à Lille. J'étais à la fac Lille 1 en socio. Et en parallèle, à ce moment-là, je savais que je voulais faire du journalisme. Et donc, je me suis inscrite à l'Académie ESJ, qui est une préparation payante au concours des écoles de journalisme. Du coup, je me suis inscrite à l'Académie pendant 2 ans, qui m'a aidée à préparer les concours. Voilà. Ok. Donc, ouais, toujours un peu ce système de prépa, mais du coup, dans un autre domaine. Ouais, là, c'était beaucoup moins dur. C'était plus vraiment des entraînements au concours de journalisme. On était moins sur l'aspect classe. Enfin, on n'était pas vraiment dans une classe prépa. On était vraiment plus à la fac qu'autre chose, quoi. Ok. Et du coup, quand tu as su que tu allais partir à Tours, franchement, très franchement, c'était quoi tes premiers questionnements? Parce que pour le coup, moi, j'ai quitté aussi ma ville pour aller à Lille très tôt. Mais moi, je sais que je m'étais posé beaucoup de questions à moi-même, comment ça allait se passer, même sur le plan social, etc. Comment toi, tu as pu faire face, peut-être aux questions que tu te posais, parce que Lille, Tours, c'est pas si proche que ça. Il y a quand même 4h30 de route en voiture au moins. Ouais. Mais du coup, je dirais que en vrai, vu que j'étais hyper contente d'avoir mes concours, j'avais plus hâte en fait, hâte de partir et d'aller enfin dans une école de journalisme. Et après, les inquiétudes, ça a tout de suite été parce que c'est quand même un budget, quel est le prix de la ville à Tours, quel est le coût de la vie, est-ce que je vais réussir à trouver un appartement, est-ce que je vais réussir à trouver un appartement dans mon budget qui me convient. Et donc, tout ça, c'est des questionnements qui se posent. Là, je suis quand même très contente de ce que j'ai trouvé, un truc vraiment bien et plutôt pas cher du coup pour la ville. Donc, je suis assez contente de ça. Et puis après, oui, c'est quand même une inquiétude de partir parce que quand tu quittes pour la première fois la ville ou la région dans laquelle tu as grandi, tu perds quand même un petit peu tes repères. Ne serait-ce que par exemple un groupe d'amis du lycée ou des attaches. Si jamais la famille plus globale habite aussi pour le coup, moi vraiment toute ma famille habitait dans le nord.
Et de toute la famille, même un peu plus éloignée, j'ai été la première à partir. Donc, disons que ça a plus été un chamboulement pour ma famille que pour moi, parce que voilà, j'avais 22 ans, ça faisait des années que je me préparais à ces concours, donc j'étais prête à partir. Mais je sais que c'est plus pour la famille où ça a été un gros chamboulement, et émotionnellement et aussi financièrement parlant, forcément, parce que Ouais, bien sûr. il s'agit de payer la vie d'un de ses enfants dans une autre ville, donc c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, c'est clair. Donc en fait, concrètement, quand on s'apprête à quitter, enfin étudier du coup loin de chez ses parents, donc il y a tout de suite une question sur l'aspect financier. Est-ce qu'on sera capable d'assurer ses parents parce que du coup, c'est tout ce qui est appartement, se loger, se nourrir, payer donc des bouquins, etc. qui s'est posé. Est-ce que suivant la ville, il y a des aides au logement différentes ou c'est les mêmes partout? Je sais que tu avais parlé de ça. Du coup, les aides au logement, enfin, il y a les APL, du coup, que normalement, enfin, quasiment tout le monde peut toucher. Alors, quand vous visitez des appartements, faire attention. Notamment, moi, j'ai fait pas mal de mes recherches sur Le Bon Coin. Et parfois, il y a des appartements qui sont pas éligibles aux APL et ils le notent pas. Donc, quand vous allez faire des visites, vraiment, dans les premières questions qu'il faut poser à chaque visite d'appartement, c'est est-ce que vous êtes éligible aux APL? Parce que il y en a qui ne le sont pas et comment dire, ils font bien attention d'éviter cette question tout le long de la visite. Et si jamais vous prenez cet appart et que finalement vous sucrez entre on va dire ça dépend des apparts, mais entre 90 et 170 euros d'aide, c'est quand même pas rien. Et enfin moi par exemple, je touche à peu près 130 euros d'APL sur un loyer qui me coûte au total, alors avec les charges, à peu près 315-320 euros par mois. Ouais. Donc ça fait quand même un gros soulagement dans le budget. Et les APL, ça dépend un peu des villes. Enfin, ça dépend de plein de choses. Il y a les villes, il y a les revenus des parents, la taille du logement, la taille de ta chambre, est-ce que le logement est meublé ou pas. Et c'est un peu comme pour les demandes de bourse, tu as tout un questionnaire à remplir avec du coup plein de réponses que tu peux trouver, soit en demandant au propriétaire, à l'agence si tu passes par une agence, à tes colocataires si eux sont là depuis plus longtemps. Mais généralement, les questions, elles sont quand même assez faciles à répondre et il y aura toujours plein de monde autour de toi pour t'aider à répondre à ça, quoi. Ouais. Je précise aussi que l'appel, c'est une aide qui est donnée par la CAF. Et si jamais vous êtes intéressé, vous vous posez des questions, si vous avez le droit aux aides, etc., vous pouvez faire la simulation sur leur site. Parce que du coup, voilà, quand on souhaite quitter de chez ses parents, donc étudier un peu plus loin, que vous devez prendre un appartement, c'est bien d'avoir des aides. Et notamment, l'APL, c'est vraiment une aide qui est faite pour vous aider à payer votre logement. D'ailleurs, pourquoi tu as fait le choix de la colocation et peut-être pas de vivre seul? Est-ce que c'était un choix plus financier ou peut-être plus comment dire, personnel parce que tu aimes vivre avec les gens, etc. Du coup, c'était un mix des deux et financier parce que il y a quand même, en tout cas à Tours, il y avait dans ce que je recherchais parfois une différence quand même de 100 euros par mois entre un studio avec une taille, je dirais, décente et donc plus que ce qu'on peut trouver à Paris, par exemple, voilà, avec une taille au moins, je dirais, 20 mètres carrés et la colocation que j'ai actuellement, je voulais quelque chose qui soit, voilà, où on puisse quand même bien vivre dedans. Et financièrement parlant, il y avait quand même une énorme différence entre du coup seul ou en colocation. Et également, je viens d'une famille nombreuse dans laquelle il y a toujours beaucoup de bruit. Et du coup, je me sentais pas de passer de toujours plein de bruit et une expérience très vivante à d'un coup le silence. Et du coup, c'est ces deux paramètres-là qui m'ont fait choisir une colocation. D'accord. Ok. Et puis j'imagine que, enfin, je sais pas si pendant la période de la pandémie, tu étais en colocation, mais ça a dû être vachement plus cool de vivre avec des gens pendant cette période qui était un peu difficile. Quand on sait qu'il y a pas mal d'étudiants finalement qui ont fait le choix de rendre l'appartement et de rentrer chez leurs parents parce que voilà, sur le plan social, c'était juste plus possible. Donc c'était aussi peut-être, je pense, ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'avais encore la chance de vivre chez mes parents. Et du coup, voilà, on était à 5 tout le temps. Et sur le deuxième confinement, j'ai aussi mon copain qui est venu vivre avec nous. Donc, on était quand même toujours très bien entourés, très nombreux. Et je me sentais pas, après 1 an et demi à peu près, je crois, de pandémie, de me retrouver d'un coup de toujours plein de monde à toute seule. C'était quelque chose que j'arrivais pas à envisager. Donc, voilà.
c'est clair. Et au niveau de ta gestion, enfin, est-ce que tu avais l'habitude de rentrer souvent chez tes parents? Parce que ça aussi, c'est une organisation de rentrer Mm. chez toi, les trains, tout ça. Comment tu as fait pour un peu, du coup, organiser ta vie maintenant avec ta famille, mais qui était maintenant loin de toi? Déjà, du coup, moi, je rentre que aux vacances scolaires, enfin, aux pauses pédagogiques, vacances scolaires, tout dépend comment on appelle ça. Ouais, Donc, je suis rentrée une semaine en octobre, 2 semaines à Noël, une semaine en février. Et là, vu que j'ai mon prestage à Lille, je rentre 2 semaines du coup à Lille en avril. Mais du coup, je rentre qu'à chaque vacances parce que financièrement, c'est compliqué du coup. Parce que par exemple, les trajets Lille-Tour, si on s'y prend à l'avance, c'est à peu près entre 30 et 35 euros. Si on s'y prend au dernier moment, ça peut doubler, voire tripler parfois de prix. ouais, Donc forcément, j'ai fait le choix de rentrer à chaque vacances. Je ressens pas le besoin de faire plus. Après, je sais que j'ai des amis notamment qui habitent moins loin, qui rentrent un peu plus souvent parce que c'est un peu plus facile aussi. ouais, Donc je dirais que ça dépend de chaque personne et de comment on se sent par rapport à sa famille. J'ai aussi des personnes qui rentrent moins souvent, mm, qui sont rentrées par exemple qu'à Noël. ouais, Donc ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Et pour la SNCF, j'ai qu'une chose à dire, regardez les billets à l'avance parce que même si on ne sait pas exactement quel jour on va finir, on peut toujours échanger nos billets. Mais si vous les prenez à l'avance, ils seront quand même parfois 20, 30, 40 euros moins chers. Et ouais. bah, 20, 30, 40 euros dans le budget d'un étudiant, c'est clairement pas négligeable. Donc voilà, prenez vos billets le plus tôt possible. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on fait le choix de partir étudier loin de chez ses parents, je pense qu'à un moment donné, il y a certains décident quand même de revenir chez les parents, ne serait-ce que voilà, pour rester avec eux. Et la question du billet de train, c'est une question qui est primordiale. Donc, effectivement, il faut les prendre à l'avance, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et aussi regarder tout ce qui est grève, parce que c'est aussi pas négligeable. Euh, Si vous savez que vous allez partir rentrer souvent chez vos parents, n'hésitez pas à regarder sur les sites de la SNCF. Ils font souvent des cartes d'abonnement pour avoir des tarifs plus intéressants quand on est étudiant parce qu'effectivement, 30-40 euros dans un budget d'étudiant, c'est pas négligeable. Vous préférez tellement plus de trucs que dans un billet de train. Donc, voilà. Ouais, ouais. Ok, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Bonjour à tous les nouveaux, parce que là, on est de plus en plus. Ouais. Et moi, j'avais aussi une question. Donc là, actuellement, tu es sur Tours. Est-ce que tu as apprécié le fait d'avoir déjà un parcours qui est pas linéaire? Parce que voilà, tu as commencé en faisant une prépa, puis après, tu es allé en fac, puis tu as refait une prépa pour finalement finir en master de journalisme. Et si tu avais peut-être un message à passer du coup à tous les lycéens qui nous regardent par rapport à ton parcours et le fait aussi que tu sois parti de chez toi, ce serait quoi? Du coup, là, j'ai vraiment à dire, vous inquiétez pas. Parce que quand j'étais, alors c'était peut-être vraiment tôt, mais quand j'étais au collège, on avait un professeur de technologie qui arrêtait pas de nous dire que c'était très très grave de pas savoir ce qu'on voulait faire à 14 ans. Finalement, je veux dire, moi quand je suis partie quand je suis arrivée au lycée, j'étais persuadée de vouloir faire du droit. Finalement, j'ai eu la chance de faire une journée d'immersion à la fac de droit. Ça m'a pas plu du tout. Ensuite, je pensais que je voulais aller à Sciences Po. J'ai fait les portes ouvertes. Ça m'a pas plu du tout. Donc, je suis arrivée en fin de terminale. J'ai fait une prépa parce que j'étais complètement paumée, aucune idée de ce que je voulais faire. Et finalement, moi, je suis arrivée, j'avais 17-18 ans après le bac. C'est qu'à 19-20 ans où j'ai eu la certitude de ce que je voulais faire. Mm. Donc, et encore, je veux dire, j'ai des amis qui aujourd'hui font des études qui leur plaisent, mais qui ont aucune idée de quel va être précisément leur métier plus tard. Ouais. Donc vraiment, faut pas du tout s'inquiéter de ça. Et je veux dire, si vous faites des réorientations, faites des réorientations. Le but c'est de trouver ce qui vous plaît et pas de continuer dans une filière tête baissée pour être sûr d'avoir quelque chose, même si à la fin ça vous plaît pas quoi. Ouais, c'est clair, j'aurais pas dit mieux.
C'est vrai que c'est important de déjà d'une part d'être épanoui dans ses études et puis surtout, faut pas voir la réorientation comme un échec. C'est des trucs que vous pouvez toujours valoriser. Voilà, même si vous avez fait une année dans une prépa, c'est des trucs qui se remettent sur un CV, tout ça. Donc, c'est une expérience en plus et c'est aussi des nouveaux axes que vous découvrez, que ce soit sur la méthodologie de travail ou même sur le plan intellectuel de ce que vous avez appris. Donc, c'est un très beau message. Alors, voir s'il n'y a pas d'autres questions, sinon on va accueillir Aude-Marie. Ok. Si vous avez des questions pour Zoé, n'hésitez pas. Sinon, au pire, elle pourra revenir un peu plus tard pour y répondre. Oh, puis sinon, je peux répondre dans le chat aussi en attendant sur la deuxième partie. Ouais. Bah écoute, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Merci à toi, merci d'avoir témoigné. Et Bah, merci à vous de d'organiser ça. C'est vraiment super. ouais. J'ai vu une question tout à l'heure de savoir si le live serait retransmis. On vient d'avoir la réponse. Le live sera retransmis sur YouTube. Donc voilà, si certains souhaitent revisionner le live, ça sera sur YouTube. Et c'est quand les portes ouvertes de Sciences Po, on peut les faire à quel âge? Euh, Bah, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Enfin, je veux dire, moi, je sais que je les avais faites en seconde. Après, je pense qu'on peut les faire en seconde, première, même troisième. Oui, c'est vrai. Et c'est quand bah, il faut regarder sur leur site. J'avoue que je suis pas du tout les actualités de Sciences Po, donc mais il faut regarder sur leur site. Généralement, c'est indiqué. Ouais, tout à fait. Donc, tout ce qui est journée porte ouverte, n'hésitez pas à vous renseigner sur les sites internet des établissements pour savoir quand est-ce qu'ils font des journées portes ouvertes. Bonjour à l'animatrice, quelle est votre formation? Bonjour à toi, Anne. Alors, moi, je suis en deuxième année de droit à l'Université de Lille. Et une autre question de Luce, sur quelle chaîne YouTube? À mon avis, la chaîne YouTube d'Article 1. J'essaierai de t'apporter une réponse un peu plus précise d'ici là. Et Aude-Marie nous dit, oui, renseignez-vous surtout parce qu'il y a plusieurs Sciences Po. Elle l'a dit, Zoé, mais en fait, donc on a donc les IEP, donc c'est les instituts d'études politiques. Donc en fait, historiquement, c'est Sciences Po Paris, d'ailleurs, qui a un concours différent. Et sinon, on a tout ce qui est les IEP donc de province. Il y en a à Lille, il y en a un à Aix ou à Marseille, je ne sais plus trop. Mais renseignez-vous effectivement d'un IEP à l'autre. Les portes ouvertes, ce n'est pas les mêmes. Donc vraiment, renseignez-vous pour savoir dans quel IEP vous voulez aller. Parce que voilà, c'est sur concours. Donc si on veut rentrer à Sciences Po Lille, ce n'est pas le même concours que Sciences Po Paris. Donc vraiment, renseignez-vous. En Alors, gros, juste vite fait, il y a un concours pour Sciences Po Paris, du ouais, coup. Et ensuite, il y a un concours généraliste pour tous les autres IUP de province. ouais. Voilà, je peux juste vous apporter ça en plus. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi parce que je l'ai passé du coup en première année. Alors, j'ai une question d'Anthony. Comment devenir éclaireur sur la plateforme Inspire? Donc, pour devenir éclaireur, pour tous ceux qui sont intéressés, donc il faut se rendre sur la plateforme inspire-orientation.org, s'identifier en tant qu'étudiant et puis s'inscrire, remplir pas mal de questions sur vos témoignages. Et puis maintenant, vous serez éclaireur. Bienvenue dans la team à tous les nouveaux éclaireurs. Donc voilà, ça a été rappelé en commentaire. Donc on vous a mis le lien de la plateforme. Ok, bah écoute, un grand merci à toi Zoé de nous avoir partagé ton expérience. Et, voilà, on te souhaite plein de bonnes choses et bonne continuation pour la suite de tes études. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ok. Bah voilà, c'était le témoignage de Zoé. Maintenant, on va accueillir Aude-Marie. C'est une autre étudiante que j'invite tout de suite. Alors, j'espère que ça va fonctionner puisque je ne suis pas une pro. Ok, super. Bonjour, Salut Aude-Marie, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien. Bah écoute, c'est tout. Ouais, bah, je vais me présenter un peu. Donc, je m'appelle Aude-Marie. J'ai fait un bac ES dans un lycée à Bourges. C'est dans le centre de la France, pas très loin de Tours d'ailleurs. Mm. Euh, Au départ, je devais faire ma licence à Tours, mais j'ai voulu un peu plus m'éloigner de chez moi. Et j'avais vu que j'ai fait un bac ES, j'avais beaucoup aimé les mathématiques et les sciences économiques et sociales. Et je voulais faire une licence d'économie, mais pas que. Je voulais faire aussi une licence de mathématiques. Donc j'ai voulu faire une double licence maths éco.
Et il y en avait une à Paris, une à Strasbourg et une autre dans une autre ville un peu moins connue, je me rappelle plus le nom. Et j'ai fait le choix de partir à Strasbourg parce que la ville m'intéressait beaucoup. Je suis partie à 17 ans à Strasbourg, donc loin de ma famille, à peu près plus de 500 kilomètres. Et je suis arrivée à Strasbourg dans un 9 mètres carrés au Crous, en connaissant personne, à part mon copain que j'ai connu vers mai, avant le bac. Et j'ai fait 2 mois dans cette double licence et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, les mathématiques. La licence d'économie en avait bien assez. Donc je me suis réorientée, on va dire, vers novembre, par là, en licence d'économie à Strasbourg. Donc je suis restée en fait pendant mes 3 années à Strasbourg. Ensuite, après ma licence, je me suis dit que j'aimais pas trop les masters que proposait la faculté d'économie de Strasbourg et je me suis dit que j'allais voir un peu ce qui pouvait un peu plus m'intéresser. Et j'ai vu un master à Montpellier qui s'appelle le master d'économie comportementale et décision, un master qui mêle l'économie et la psychologie. Je trouvais que c'était très intéressant et je me suis dit bon bah je suis partie à Strasbourg, pourquoi pas aller voir le sud aussi. Et donc j'ai candidaté, j'ai été prise et ensuite vers août j'ai déménagé à Montpellier. Euh, j'ai eu l'occasion d'avoir les aides du Crous, donc je suis boursière depuis ma L1. Et grâce à ça, pour mon master, il y a une aide à la mobilité entre deux régions académiques. Si on change de région, j'ai eu le droit à 1 000 € pour pouvoir déménager à Montpellier quand on rentre dans un master. Et donc là, je suis encore à Montpellier et je suis en dernière année de mon master. Voilà. D'accord. Merci à toi. Alors, je viens de voir des questions. Alors, la question d'Anthony, s'il faut être dans les études supérieures pour être éclaireur, oui. Pour être éclaireur, du coup, il faut être étudiant dans le supérieur, peu importe que vous soyez à la fac, en prépa, en BTS. Tant que vous êtes dans les études supérieures, c'est bon. Ok. Du coup, merci pour ton témoignage. C'est très intéressant parce que d'un côté, on avait Zoé qui était partie un peu plus tard et puis tu as une histoire qui est peut-être un peu semblable à la mienne. Moi aussi, j'ai quitté très tôt de chez mes parents. À 17 ans, c'est peut-être quoi tes motivations pour partir de chez tes parents? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment être motivé par les études ou c'était quoi qui t'avait motivé à partir? Est-ce que c'était un choix ou plus parce que voilà, c'était la seule? Ouais. C'était vraiment un choix. Enfin, déjà, je viens d'une famille nombreuse. J'ai 4 frères et sœurs qui sont au-dessus de moi et je les ai tous vus partir. Donc, j'avais un peu cette habitude, voilà, qui partaient et qui faisaient leur vie. Et j'étais déjà très jeune, très autonome. Je voulais avoir un peu ma vie indépendante et vivre de nouvelles aventures, des choses vraiment propres à moi et juste pouvoir, on va dire, évoluer et grandir dans ce sens-là et juste pouvoir un peu me reposer sur moi et pas forcément que sur ma mère qui avait un travail assez difficile. Je voulais pas forcément ressentir comme un poids et pouvoir aussi vivre seule. Et je pense et je voulais ouais de base partir assez loin. Au départ, je voulais partir à Paris, mais au final, c'est beaucoup trop cher. C'est très très cher pour vivre sur Paris, tout. Et je me suis dit, voilà, c'est plus une conviction personnelle et ouais, je me dis vraiment, je pense que je regrette pas du tout d'être partie sur Strasbourg, même si c'est loin, que c'était dur à des moments. Je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur moi-même et sur ma manière d'être que j'aurais pas forcément pu connaître en étant toujours chez ma mère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que en fait, le fait de quitter de chez ses parents, moi, pour le coup, je suis pas allée très très loin. J'ai fait Paris-Lille, c'est qu'une heure de train, mais même en fait, c'est vraiment une expérience et c'est vrai que ça fait grandir quelque part. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il faut obligatoirement travailler pour payer son appartement quand on travaille loin de chez soi? En fait, je pense que ça dépend déjà quels sont les revenus de tes parents, s'ils peuvent t'aider ou non. Faut savoir déjà quand tu pars loin de chez toi, euh,
déjà, je pense que pour n'importe quel lycéen, demandez toujours la bourse. Vous n'êtes jamais sûr si vous pouvez avoir le 0 bis, l'échelon 1. Vous êtes vraiment jamais sûr. Ça peut vraiment être un petit palier. Et même 100 euros, c'est toujours très bien. Moi, je sais que j'ai eu la bourse et j'avais la pension alimentaire de mon père, donc j'ai pas forcément eu la nécessité de travailler, mais je sais que j'ai des amis qui ont travaillé. En fait, tout dépend des revenus de vos parents. Vous pouvez aussi demander un prêt étudiant. Vous pouvez travailler. Il y a aussi il y a aussi du travail à l'université qui peut vous proposer. Moi, je sais que je suis actuellement vacataire à la bibliothèque universitaire. Et en soi, enfin, c'est sûr que je pense que c'est très compliqué si vos parents ne peuvent pas subvenir, enfin, vous aider financièrement si vous partez loin de chez vous, parce que c'est un énorme coût mine de rien. Et c'est pas nécessaire, mais si, ça tout dépend de votre statut. Mais n'hésitez vraiment pas déjà à aller voir le Crous et expliquer aussi votre situation. Je pense que le Crous, ils sont quand même très compréhensifs et ils essayent quand même, si vous les voyez en rendez-vous, de trouver des solutions selon en fait vos situations financières. Je pense que c'est important aussi. Et par rapport aux APL, ça dépend de votre nombre de mètres carrés, les revenus de vos parents, comme on l'avait dit avant, et plein d'autres caractéristiques. Ouais, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Je reviens juste sur un point. Effectivement, la bourse, en fait, il y a ce mythe qui est que quand on est lycéen et qu'on touche pas la bourse dès le lycée, on va pas la toucher dans le supérieur. C'est totalement faux. C'est vraiment très important de faire la simulation, je dirais même chaque année, parce que chaque année, il y a de nouveaux critères. Il faut savoir qu'il y a plus d'étudiants boursiers que de lycéens boursiers, parce que voilà, la vie étudiante, elle est totalement différente de la vie lycéenne. Il y a d'autres enjeux qui viennent en compte. Donc voilà, même si vous n'êtes pas lycéen boursier, faites quand même la demande donc sur Parcoursup. Et si jamais il s'avère que vous êtes boursier, complétez votre dossier le plus rapidement, histoire que vous touchiez la bourse dès septembre et pas en novembre, parce que voilà, votre dossier aura pris du retard. Mais c'est vraiment important de faire les simulations pour la bourse Crous chaque année. Ce serait bête, voilà, Et Aude-Marie l'a je dit. pense aussi désolée. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que chaque année, ils prennent par rapport aux revenus de vos parents de l'année, il y a 2 années d'avant. Donc, vos parents, ils n'auront pas forcément touché la même chose. Donc, essayez de le faire chaque année parce que moi, je sais que en L1, j'étais échelon 3, en L2, échelon 2 et ensuite L3, échelon 3. Et vraiment, en fait, tout dépend de vos revenus. Donc, il y a des moments, peut-être bien que vous ne serez pas boursier, mais d'autres, peut-être que vous le serez. Donc, ou avec un échelon différent. Donc, faut vraiment pas hésiter. En plus, ça prend pas non plus trop de temps pour créer le dossier Ouais, c'est ça. en plus. Ok, une autre question, comment se fait la demande d'aide à mobilité interrégion? Alors, c'est en fait aussi sur le site du Crous. Donc, c'est mes services étudiants. Ils vont vous demander votre certificat. En fait, il y a un petit logo qui s'appelle Aide à la mobilité interrégion, je crois. Aide pour la mobilité du master, je crois. Et ils vont vous demander votre certificat de scolarité pour quand vous étiez dans votre région académique et ensuite, enfin actuelle, et ensuite là où vous allez déménager. Ainsi savoir aussi si vous êtes boursier au Crous, parce que pour y prétendre, il faut que vous soyez boursier du Crous. Je ne sais pas par contre si c'est actuellement ou prochainement. Je ne sais plus par contre. Ouais. Mais voilà, il faut être boursier du Crous pour pouvoir y prétendre. Merci. Alors, on a pas mal de questions, j'essaye de remonter tout. APL sont les initiales de quoi? Donc, il me semble que c'est aide personnalisée du logement. Mm. Ensuite, on a Anne qui souhaitait avoir ton contact pour pouvoir échanger sur ton master. Donc, Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, il n'y a pas de souci, je serai ravie de te répondre. ouais. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés, normalement, si vous cliquez sur les participants, vous arrivez à retrouver donc, le compte Instagram d'Aude. Ensuite, comment on peut savoir si on est exigible? C'est une question d'Anthony. Alors, exigible à quoi exactement? Je te laisse peaufiner ta question. Ensuite, alors, il y a pas mal de questions. J'essaye de tout remonter à ça. J'essaie de voir aussi. Donc, Zoé a répondu en commentaire. Donc, il y a des simulations pour savoir sur le site de la CAF ou de la bourse. Mais c'est vrai qu'en général, tout ce qui concerne les aides, vous avez la possibilité de faire des simulations. Donc, Oui. la CAF, la bourse, même pour d'autres aides, par exemple pour ceux qui souhaitent partir
étudier vraiment loin de chez eux, c'est-à-dire quitter même la France pour faire les études. Typiquement, avec le programme Erasmus, vous avez même la possibilité donc de toucher des bourses. Donc en fait, je dirais que tout est question de se renseigner. Je pense que c'est ça aussi quand on quitte chez ses parents, il faut vraiment se renseigner pour essayer de toucher le maximum d'aides. Et en général, on vient pas nous chercher pour toucher des aides, si je me trompe pas. Je pense que Ouais. peut-être toi, tu as dû les chercher, elles te sont pas venues comme ça. Oui, enfin, en plus, je pense que c'est assez compliqué déjà de savoir quelle aide on peut prétendre. Mais il y a un bon site, enfin, un bon compte Instagram, grimpe.fr enfin, -fr, je m'en rappelle plus, Iman et tout, qui explique vraiment super bien toutes les aides auxquelles on peut prétendre. Et d'ailleurs, même si vous avez un 9 mètres carrés au Crous, vous avez le droit, et c'est pas des APL, c'est des ALS. Vous avez, enfin, ça donne pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Donc, pour n'importe quoi, enfin, en tout cas pour le Crous, toujours essayer chaque année. Et pour le logement, normalement, pour votre statut étudiant, vous aurez normalement le droit aux APL ou aux ALS. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai une question de Luce qui demande pour faire la demande de bourse, il faut le faire sur Parcoursup ou sur un autre site. En fait, le plus simple quand on est lycéen et qu'on est en terminale, c'est de le faire sur Parcoursup. C'est-à-dire qu'avant même que vous postuliez dans les différentes formations, vous avez toute une section administrative et notamment ce qui concerne la bourse. Donc, on va vous demander de remplir pas mal d'informations. Donc, et une fois qu'on voit que tu es éligible à la bourse, en fait, Parcoursup te redirige vers le site approprié. Mais sinon, ça sera sur messervices.étudiants.gouv.fr. Voilà pour la demande de la bourse. Ensuite, il y avait donc du coup Anthony qui avait précisé sa question. Donc, comment savoir si on est exigible à Erasmus? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Bah déjà, faut être dans l'enseignement supérieur. En L1, je pense pas que, enfin, vous pouvez y prétendre. C'est plutôt vers la L2, L3, peut-être M1. Et Mm. il faut voir avec votre. Normalement, il y a un cadre référent Erasmus dans chaque faculté. Où vous pouvez, normalement, c'est un dossier de candidature selon vos notes, où est-ce que vous voulez aller. Il y a un certain nombre de places qui sont données. Et il faut faire une lettre de motivation, un CV. Et je pense que quand vous arriverez dans la faculté, il y a souvent des réunions qui expliquent tout le chemin à faire pour pouvoir faire une année à l'étranger. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, tu as tout dit, mais en vrai, c'est vrai qu'en L1, c'est un peu compliqué pour les étudiants en Erasmus. Mais en fait, pour toucher de toute façon les bourses Erasmus, il faut déjà être accepté dans une université, donc quelque part dans l'Union européenne. Et il faut savoir que qu'on soit boursé ou pas boursé, si vous êtes accepté dans une université, admettons à Rome, vous pouvez prétendre aux bourses du programme Erasmus. Oui. Euh, Donc, on a répondu à une des questions. Et on peut avoir une bourse. ouais. Il y a une bourse spéciale pour les études à l'étranger. Donc, du coup, on a Erasmus, mais après, il faut aussi se renseigner auprès de l'établissement qui va vous accueillir s'ils n'ont pas des systèmes de bourse. Mais sinon, si vous passez par le programme Erasmus, Erasmus propose donc des bourses. Il y a pas mal de questions, j'essaie de ne pas en sauter. Voilà. Ah oui, est-ce que toi, en ce qui te concerne, tu as dû refaire donc des simulations bourse? Est-ce que ça a été ton cas? Et au mieux, est-ce que tu as grimpé un échelon en refaisant tout le temps ces simulations chaque année, peut-être? J'ai toujours été à peu près toujours dans le même échelon et ça changeait pas. Quand je faisais la simulation et que je voyais le résultat après, ça n'a pas changé. Par contre, plus pour les APL, quand j'ai fait la simulation, il y avait quand même un changement parce qu'il prenait en compte certaines caractéristiques. Donc parfois je touchais plus d'APL. Et pour le Crous, non, j'ai pas forcément eu de changement quant à mon éligibilité. Ouais. Bon, donc, du coup, ça montre bien que pour vous, les lycéens, c'est important vraiment de faire tout le temps les simulations, que ce soit pour la bourse ou même pour les appels, parce que Ouais. chaque année, il y a des nouveaux critères et ce serait dommage de louper des sous en plus. Alors, je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur les certifications de langue. Donc, ouais, effectivement, si vous partez dans un pays à l'étranger où on parle anglais, il faudra justifier d'un certain niveau d'anglais.
Donc TOEFL, ça sera pour tout ce qui est académique. TOEIC, c'est pour ceux qui font des stages, donc c'est justifié d'un niveau professionnel en anglais. Euh, Ok, donc en fait, c'est cool parce qu'ils ont pas mal de Oui. qui répondent entre eux. Euh, Toi, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as rencontré des difficultés peut-être sur le plan social? Parce que je me rappelle qu'au tout début, tu disais que tu n'as connu personne. Comment tu as pu appréhender peut-être ce manque social? Bah, je pense que c'était quand même assez compliqué parce que je suis un peu en tout cas quand je suis rentrée en licence, j'étais très timide, je n'osais pas forcément parler aux étudiants et au final, je me rends compte qu'on était tous un peu dans le même cas. On n'a pas tous vécu dans cette vie-là pendant toute notre vie. On est tous un peu des nouveaux à pas forcément connaître les personnes, mais c'est vrai qu'on est très auto-centré en se disant qu'on est tout seul, on connaît personne. Ça a été assez compliqué. Surtout, comme je l'ai dit, je viens d'une grande famille où j'avais l'habitude du monde, j'avais l'habitude j'avais l'habitude de quand même parler beaucoup avec ma famille et me retrouver au final dans un 9 mètres carrés, ça n'a pas forcément été très facile. Mon copain, par contre, il était sur Strasbourg, mais il n'était pas du tout dans la même. Il était dans une ville à côté de Strasbourg, donc j'étais pas forcément tout le temps avec lui. Mais au final, avec le temps, avec les soirées étudiantes aussi, Ouais. être actif dans la vie étudiante, dans la vie de la faculté ou de l'école, ça permet aussi de pouvoir un peu tisser les liens. Je sais que les personnes qui sont rentrées en L1 l'année dernière ou cette année, ça a été compliqué par rapport au Covid, ça n'a pas forcément été très facile de nouer des liens. Je pense que là maintenant, ça va être beaucoup plus facile avec la vie étudiante qui reprend. Mais moi, quand je suis arrivée en 2017, c'était beaucoup plus facile. Et au final, au bout de quelques mois, j'ai quand même pu tisser des liens, mais c'était pas facile au début. C'était quand même assez lourd et peinant. Et j'avais quand même envie de rentrer chez moi plus souvent que maintenant. Et c'était, ouais. Même quand je suis arrivée à Montpellier en M1, au final, c'était un peu comme si, voilà, je connaissais personne. Avec le Covid, on a vite retourné chez nous. C'était pas facile. Ouais. Mais au final, maintenant, ça va mieux. Et justement, comme tu disais, tu avais vraiment ce besoin de rentrer chez toi plus souvent. Comment tu as fait pour organiser tes allers-retours? Parce que finalement, moi, personnellement, je pense qu'on voudrait tous rentrer des fois de temps en temps chez nos parents, mais c'est un coût, donc des fois, on peut pas. Comment tu as fait pour t'organiser justement pour faire, Comme Zoé, je rentrais pendant les vacances scolaires ou les pauses pédagogiques. Ouais. Maintenant, je peux de moins en moins rentrer parce que je travaille tous les samedis, donc même les week-ends, je peux pas venir voir ma mère comme je le souhaiterais. Mais surtout, ouais, ça a vraiment un coût, que ce soit en covoiturage, en bus ou en train. En tout cas, de Strasbourg jusqu'à Bourges, c'était quand même assez cher, ça allait dans les 70 € l'aller. Ouais. Donc, en plus, à peu près 6 heures de train, en passant par Paris, tout ça. Et si en plus, il n'y a pas de retard, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc, en un week-end, c'était impossible pour moi de penser y venir. Au final, ça me prenait à peu près deux jours pendant mes vacances. C'était assez compliqué et j'ai pas pu forcément voir comme je le voulais. Mais après, bon, il y a heureusement qu'il y a les téléphones où on peut plus s'appeler en visio, tout ça, ça a pu un peu alléger tout ça. Est-ce que ça a été assez simple pour toi de trouver un petit boulot? Alors moi, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance, j'ai pas forcément eu la nécessité de prendre un petit boulot, donc j'ai travaillé en L3 en tant que chargée pour renouveler les titres de séjour grâce à l'université. Et là, en M2, je travaille à la bibliothèque universitaire. Ça n'a pas forcément été compliqué. Je pense que après, je dis ça comme ça, mais après, ça dépend de ce que tu veux. Si tu es prêt à travailler dans un travail qui est un peu plus demandant physiquement, McDonald's, dans la restauration, serveur, je pense que ça, c'est pas trop compliqué de trouver, mais par contre, c'est très physique. Ça demande énormément de temps et je pense en tout cas pour les personnes que je connais, c'est très compliqué. Et il faut aussi être assez malléable dans son emploi du temps. Pareil pour être employé de caisse, etc. Je pense que c'est pas compliqué si on me dit qu'on a quand même des disponibilités. Je pense que ça. Mais après, je sais pas plus. Mais c'est ce que je pense. Je sais pas si toi tu as travaillé. Enfin, tu Bah, travailles.
Ouais, du coup, moi, je l'avais dit au tout début, mais bah, moi, c'est pas un travail, vu que je fais un service civique, donc on parle de mission. Ah oui. Et c'est pas du tout le job, même au niveau du vocabulaire, on n'est pas du tout sur le même vocabulaire que le vocabulaire du travail. Donc, effectivement, je vais être rémunérée, mais on n'appelle pas ça un salaire, c'est des indemnités. Mais sur le travail, les petits jobs, j'ai l'habitude de dire aux lycéens pendant les ateliers que effectivement, si vous n'avez pas le choix, voilà, il y a plein d'étudiants qui sont dans cette situation où il faut vraiment travailler. Essayer de trouver un job étudiant qui est pas trop physique. Alors effectivement, les McDo, il y en a plein qui recrutent, mais il faut savoir que c'est vraiment physique. Donc il faut voir aussi si Oui, ça match avec votre emploi du temps. Et aussi, il faut savoir que c'est pas avec toutes les formations étudiantes où on peut concilier un job à côté. Typiquement, si vous faites une prépa pendant 2 ans, il faut vraiment être honnête, vous n'aurez pas le temps de travailler. Donc en soi, je dirais que finalement, des jobs étudiants, c'est plutôt simple à trouver. Voilà, on peut travailler même à l'université, soit à la bibliothèque, soit au restaurant universitaire. Mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse derrière assurer pour nos études, s'accorder un peu de temps pour se reposer parce que, mine de rien, bah, c'est des charges en plus. Alors, une question de Anne qui te demande qu'est-ce que tu fais à la BU? Donc, la BU, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est la bibliothèque universitaire. oui, alors je travaille tous les samedis de 9 heures à 19 heures. Donc un peu je fais tout, je range les livres, j'accueille les usagers, j'assure la surveillance, c'est un peu tout. Et il y a pas mal de vacataires qui peuvent être pris, mais pas les L1, c'est ceux qui sont quand même en L2, L3, parce qu'il faut quand même avoir une connaissance des lieux. Et quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Et surtout, faut se dire aussi par rapport au travail, faut se dire aussi quand même que vous travaillez pour vos études, pour pouvoir financer vos études et votre vie. Mais il faut pas non plus que ce soit quelque chose qui vous prenne trop d'espace dans votre vie pour au point de, au final, les négliger. Même si je sais que ça peut pas être facile, mais il faut aussi que vous trouviez, que vous réussissiez à trouver un juste milieu pour pouvoir aussi pouvoir un peu souffler parce que trouver une activité aussi extrascolaire, le sport, quelque chose comme ça aussi qui puisse aussi vous parce que travailler, être en études, c'est pas facile du tout. Même qu'on soit en licence, voilà. C'est Effectivement. Non, je suis assez d'accord avec toi. Déjà, bah, même être en études tout court, c'est pas tous les jours simple, quelle que soit la formation dans laquelle on se trouve. Donc, c'est vraiment important de s'accorder du temps pour soi. Je sais pas, aller courir, aller au cinéma, dans un musée. Mais à un moment donné, il faut vraiment dans la semaine se mettre une pause parce que c'est vraiment, en plus, travailler à côté de ses études, c'est vraiment une charge en plus. Donc, il faut vraiment être même physiquement capable d'assumer ces deux charges. Alors, j'ai une question d'Anthony qui me demande si le service civique que je fais donc est bien. Bah écoute, ouais, c'est très bien. C'est très bien que je le fais auprès d'Article 1 et c'est un réel bonheur de travailler avec mes collègues et de faire lycée en lycée, bah, témoigner aussi de mon parcours et bah, d'aider du coup les lycéens à avoir une orientation, bah, comme je le disais au tout début du live, mais plus juste et qu'ils soient plus confiants dans leur entrée dans le supérieur et aussi de répondre à leurs questions sur la plateforme Inspire. Euh, Alors, Anne te remercie d'avoir répondu à sa question. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres questions pour Aude-Marie. Pour toi, Aude-Marie, j'aurais plutôt pas une question, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu en retires de ton expérience d'être partie loin de chez tes parents? Est-ce que ça t'a fait grandir? Ce sera un peu ton mot de la fin. Je pense, ouais, ça m'a fait grandir, un peu émancipée. Mm. J'ai appris aussi vraiment à me débrouiller pour quand j'avais des soucis et tout. On peut pas forcément, nos parents, même mes frères et sœurs, ils peuvent pas forcément m'aider de loin parce que c'est des choses très administratives et que c'est que des Ouais, choses que je peux faire sur place. C'est vraiment de l'autonomie et parfois il faut prendre sur soi, prendre vraiment son sac à dos et dire allez, on y va et ça va le faire. Et c'est pas facile. Il y a des moments où c'est assez dur. On a juste une envie, c'est de rentrer chez nous et juste voilà. ouais. Mais il y a d'énormes bons côtés et j'espère que si vous partez loin de chez vous, que vous réussissez, enfin que vous réussirez à trouver ces bons côtés et que vous puissiez pouvoir vivre la vie étudiante pleinement. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement,
bah, je pense qu'on est toutes les trois d'accord avec Zoé pour dire que c'est une véritable expérience de quitter de chez ses parents. C'est vrai qu'on gagne en maturité et on grandit beaucoup, enfin pas beaucoup plus vite, mais on grandit plus que si on était peut-être encore resté chez nos parents. Parce que effectivement, il y a des problématiques qu'on va rencontrer ou peut-être on aurait tendance à contacter nos parents ou nos proches, mais là, effectivement, bah, on est loin, donc on ne peut pas solliciter l'aide de notre entourage et qu'on doit se débrouiller avec les moyens du bord, faire face seul à nos problèmes. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions pour Aude-Marie. Euh, Si on n'a pas auquel cas, bah, moi je te remercie d'avoir participé donc à l'événement et d'avoir permis aux lycéens de se projeter peut-être un peu plus dans la vie étudiante et surtout d'appréhender peut-être mieux un départ de chez ses parents pour aller étudier. Et puis merci d'avoir témoigné. Mais c'est avec plaisir en tout cas. Ouais. Salut! Salut. Bon, Je sais pas comment partir. je sais pas, mais à la limite, tu peux rester si tu veux. Voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, c'était donc les deux témoignages. Encore une fois, je remercie vraiment Zoé et Aude-Marie d'avoir témoigné. Moi, je reste avec vous un peu pour conclure, vous rappeler bah, quelques dates par rapport à Parcoursup, notamment pour les vœux. Je crois que vous avez jusqu'au 29 mars. Complétez votre dossier, donc jusqu'au 7 avril pour compléter votre dossier sur Parcoursup, c'est-à-dire que le 29, vous ne pouvez plus postuler dans des formations. Jusqu'au 7 avril, vous devez compléter donc les dossiers, donner tout ce qui est lettre de motivation, etc. Et les résultats sont entre le 2 et le 15 juillet. Et je vais juste en profiter pour rappeler un peu ce que j'ai dit en début du live pour ceux qui est arrivé un peu après. Mais voilà, Article 1, donc c'est une association qui accompagne donc les jeunes du lycée jusqu'à leur insertion professionnelle. Et pour les lycéens, on a créé une plateforme donc, qui s'appelle la plateforme Inspire. Donc vous pouvez la retrouver soit en bio de ce compte ou sinon, je pense qu'on va l'écrire dans les commentaires. Donc c'est inspire-union orientation.org. Et en fait, c'est tout simplement une plateforme où vous allez remplir un questionnaire assez basique comme on peut retrouver sur tous les sites d'orientation. Mais le plus, c'est qu'on vous donne l'opportunité de discuter avec des étudiants qui sont déjà dans les filières d'études que vous visez. Et si vous avez des questions sur la charge de travail, sur comment s'organiser justement pour trouver un emploi, etc., vous pouvez contacter donc, les étudiants et les étudiantes sur la plateforme. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a pas mal de formations qui sont représentées. On est tous là pour répondre à vos questions. Donc il y a des étudiants en droit qui sont en prépa, voilà, un peu partout en France. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un emploi du temps non plus, voilà, n'hésitez pas. Et aussi en ces moments de Parcoursup, si vous avez besoin qu'on corrige vos projets motivés, ou vous l'aide de motivation, vous pouvez aussi demander aux étudiants, donc les étudiants éclairs, voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle, de jeter un coup d'œil sur vos documents et c'est avec plaisir qu'on le fera. Donc je ne sais pas si vous avez des questions encore. Sinon, c'était assez cool de faire un live avec vous. Moi, c'était ma première expérience en tant qu'hôte de live. C'était assez chouette. Il y avait pas mal de questions. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. J'attends encore un peu pour voir s'il n'y a pas des questions d'ici là, que ce soit sur le service civique ou autre. Mais sinon, c'est vraiment un réel plaisir, une chouette expérience de faire un live. Donc, je remercie aussi Article 1 de m'avoir donné cette chance. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin. Ah si, oups, heureusement, je ne suis pas partie. Ce serait possible de me mettre en relation avec un diplôme que j'aimerais faire. Bah, alors, ça dépend. Quel est ton statut? Si tu es lycéen, bah, je te conseille de t'inscrire sur la plateforme Inspire, de remplir le questionnaire et dans la barre de recherche, de taper donc, la formation dans laquelle tu souhaites t'orienter et de regarder un peu les profils des différents étudiants éclaireurs et celui qui t'intéresse le plus ou qui t'inspire le plus, tu pourras lui poser toutes les questions que tu souhaites. Merci beaucoup, c'était très clair et agréable. Bah, merci à toi d'avoir assisté au live. Voilà, Anthony, j'espère que j'ai pu répondre à ta question.
Ok, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, voilà, je renouvelle mon bonne soirée. Passez une bonne semaine. Et puis, voilà, bon courage à tous les lycéens et lycéennes dans cette orientation future dans les études supérieures. Salut tout le monde, au revoir.